Un peu de culture à présent. La maison Maria Casares accueille, comme chaque année, son festival d'été, des spectacles, mais aussi des visites de l'ancienne demeure de la comédienne, où elle a vécu pendant 35 ans. Bruno Pilet et Christophe Guinaud ont assisté à l'une d'entre elles. L'esprit de Maria Casares se ressent dans toutes les pièces de cette maison dans laquelle elle a vécu 35 ans. Ici, par exemple, à côté de son Molière obtenu en 1989, un crâne humain qui reflétait son côté ésotérique. En fait, elle avait demandé à un ami médecin légiste de lui fournir un crâne humain. Et elle s'en servait comme d'une vanité, comme d'un objet posé dans son salon pour se souvenir du caractère éphémère de la vie et qu'il fallait en profiter. Il se trouve que ça nous amuse d'autant plus de faire cette visite que cette propriété est le berceau de notre famille. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on y vient. C'est à la fois sensoriel, olfactif, visuel, auditif. Des visites organisées tous les jours jusqu'à la mi-septembre et qui permettent de découvrir l'univers de la comédienne qui s'est installée ici après le décès de l'amour de sa vie, Albert Camus. Une visite guidée et mise en scène par une comédienne de la maison de Maria Casares. J'essaie surtout de faire découvrir qui était cette femme extraordinaire, cette actrice, cette réfugiée européenne, cette femme passionnée, ouverte au monde. Et c'est ça le plus important. Et justement, dans cette question de qu'est-ce qu'on transmet aux jeunes générations théâtrales, qu'est-ce qu'on transmet du patrimoine. Un lieu historique et de mémoire, mais pas seulement, car toute l'année, le domaine de la Vergne reçoit des artistes en résidence. Nous accueillons principalement des jeunes metteurs en scène au printemps, de la région et de toute la France, que nous accompagnons dans leur première représentation en France. À 18h30, le spectacle de l'apéro-spectacle est créé par Sophie Lévich, qui a participé à ce dispositif et qui présente son spectacle en avant-première ici. La maison Maria Casares, labellisée Centre culturel de rencontre par le ministère de la Culture, propose des spectacles jusqu'au 19 août. Un autre festival maintenant, celui des Euroquestries. 50 concerts sont donnés pendant 10 jours en Charente et en Charente-Maritime. Au total, 150 jeunes musiciens de 6 pays différents vont se produire. Cette année, le rendez-vous s'appuie sur des ensembles de cuivre, d'instruments à vent et sur les chœurs. Laurence Couvrant avec Alexandra Lassiaille. Les mondes parallèles, composition du Charentais André Tellman. Les musiciens, spécialistes des cuivres, travaillent la partition depuis plusieurs jours en vue du grand concert de clôture. Un ensemble unique composé de différentes formations et nationalités qui doivent apprendre à jouer ensemble. Ça nous apprend le métier de musicien plus en profondeur, c'est-à-dire être dans toutes conditions prêt à jouer à 9h du matin jusqu'à 20h, avoir le concert à 20h le soir, rentrer tard, faire pareil tous les jours. Nous avons l'opportunité d'être avec des musiciens qui sont vraiment beaux, les chefs d'orchestre aussi. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'être ici. Pour les accompagner, des chefs d'orchestre professionnels et 2 jeunes ténors, Kevin Amiel et Étienne Girardin, venus donner quelques conseils aux jeunes d'Accade au cœur. Si le corps n'est pas reposé, on peut ne pas avoir chanté pendant toute une journée. Si on n'a pas dormi pendant 2 jours, la voix elle sera dans les baskets. 42 jeunes de 11 à 15 ans, issus des collèges de Poitou-Charentes, ont été choisis pour former le premier chœur académique de France. On est arrivé à placer mieux notre voix, à aussi avoir de l'endurance au niveau de la voix, parce que chanter longtemps comme on le fait, c'est compliqué. Avec un répertoire traversant 4 continents, les jeunes n'ont que quelques jours pour accorder leur voix et leurs gestes. Ils peuvent travailler leur voix, ils peuvent travailler dans un contexte professionnel pour que quand ils retournent ensuite dans leur établissement scolaire, ils puissent faire vivre et partager ces moments aux autres enfants. Le résultat de ces répétitions est à découvrir lors des concerts de clôture du festival, les 10 et 11 août à Jonzac et Pont. Place maintenant à notre petit coin de paradis, celui d'Alain Bougrain-Dubourg. Depuis son enfance, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux se rend sur l'île de Ré. C'est là qu'est née sa vocation pour la défense de l'environnement et des animaux. Frédéric Carteau et Cédric Cottaz. C'est ce qu'on appelle une pierre de l'Est.
C'est avec ces cailloux que l'on lestait les bateaux qui partaient notamment au Canada, qui allaient pêcher du côté de Terre-Neuve. Et après, quand ils revenaient, ils se lestent, ils le déchargeaient ici sur les plages. Je trouve ça extrêmement émouvant parce que ça, c'est un galet qui a été roulé probablement par le fleuve Saint-Laurent et qu'on retrouve ici sur l'île de Ré. Et donc, il nous raconte une histoire, tout simplement. Le journaliste, écologiste, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, a toujours partagé sa vie entre Paris et l'île de Ré. C'est ici à Sainte-Marie, sur la plage de Montamer, par ce beau matin ensoleillé, qu'il nous a donné rendez-vous. Alors là, on est dans le lieu typique de mon enfance. J'étais haut comme ça et j'étais fasciné par tout ce que je découvrais sur la plage. Des crabes morts, déjà des oiseaux pollués, que sais-je encore. Et je me demandais d'où ça venait. Et surtout, il y a l'île d'Oléron, qui est déjà une possibilité d'évasion. Mais vous avez juste derrière l'horizon. Et pour moi, l'horizon, c'était tout le reste de la planète. C'était le Grand Nord avec les ours blancs, le Sud avec les manchots, c'était l'Afrique, c'était les anacondas en Amérique du Sud. Et j'ai eu le bonheur d'aller rejoindre tous ces animaux sur leur terroir. Mais j'ai commencé par les regarder d'ici, figurez-vous. Alors, ils ramassent là actuellement tous les déchets pour ne pas abîmer la laisse de mer. On a tendance en général à vouloir des plages propres et on dézingue toute forme de vie. Hé, Corso, bonjour monsieur. Bonjour, tu as peur? Non. Non, il observe, il regarde. Bonjour mon Corso, qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, on a trouvé un tout petit peu de mégots, là maintenant c'est bon les mégots, on en a vraiment beaucoup moins qu'avant. Ah c'est bien, ça prouve que ça marche. C'est une initiative collective, mais effectivement je m'y suis intéressé. C'est tellement beau de retrouver les racines, d'aider une race qui est pas en bon état, d'avoir des jeunes qui s'investissent. Enfin voilà, on se rend compte parfois que ce qui est simple est exceptionnel. Et ça ressemble un peu à ça. Voilà, il y a un cheval sur une plage et ça génère derrière des prises de conscience, un engagement. Et moi, je suis très heureux. Au niveau des mégots de cigarettes, les premières années, c'était 10 000 mégots. Aujourd'hui, en 2020, voilà, on est à 1600 mégots. Hein. Donc ça, c'est super. Salut! Alors, bonjour. Ça se passe comment? Ça se passe bien là, on a pas mal d'oiseaux qui sont installés. Il y a les sternes là, il y en a beaucoup. Allez. Hop. Ah magnifique, quelle beauté. L'îlot des Niches, c'est le paradis des oiseaux et par conséquent, c'est un paradis pour moi. C'est un lieu qui, en hiver, accueille tous les oiseaux de Sibérie notamment. Il y a les bernaches, cravants qui arrivent après 6000 km de migration, se réfugier ici. Il y a près de 50 000 oiseaux dans ce lieu. Donc c'est un havre de paix. Et puis, il y a beaucoup de nidification. Les oiseaux nous parlent. Est-ce que ce sont des cris de détresse, des cris de séduction, des appels territoriaux, que sais-je encore? À chaque fois, il y a un langage particulier qui est passionnant. Là, on entend beaucoup les mouettes rieuses. Un coin de paradis, ça doit se partager. Pourquoi? Parce que tout seul, on peut finir par douter que c'est le paradis. Si vous avez quelqu'un d'autre à côté de vous qui éprouve les mêmes émotions, c'est que vous êtes dans le paradis.